N'ayez pas peur, je ne viens pas pour une conférence. Vous l'avez appris hier, notre président ne peut malheureusement pas être des nôtres pour raisons familiales. Donc il m'a prié de bien l'en excuser. Il me revient donc de vous souhaiter une dernière fois la bienvenue, à vous, poètes et partenaires présents ici ce matin, et au public qui, à distance, va suivre avec nous ces dernières heures de poésie, au fil des lectures de 4 poètes, puis d'un débat qui sera animé par le professeur, chercheur et critique littéraire Franck Collotte. Après la soirée d'ouverture inédite dans le bel espace du Cello à Esperange et le merveilleux marathon poétique vécu hier soir à l'Abbaye, nous voici donc arrivés au dernier acte de ce festival du Printemps des Poètes, dans cette belle galerie où André Simoncini, galeriste, mais aussi poète, il a publié une dizaine de recueils, et éditeur, nous accueille fidèlement depuis sa première édition. Depuis près de 4 décennies, cet amoureux des mots mis sur les échanges, construit des passerelles, fait se rencontrer artistes et poètes. Merci André. Cette 14e édition du Festival du Printemps des Poètes, je vous disais hier, et il me plaît de le redire puisque Maxime est là, le responsable du Centre catalan m'avait soufflé qu'en Catalogne, à la fin du 19e et début du 20e, on ne disait pas automne, mais printemps de l'hiver. Je trouve ça magnifique. Il aura tenu donc ses promesses, ce festival, en dépit de bien des vicissitudes, liées notamment à la crise sanitaire. Il a été reporté dans le temps, déplacé pour l'un de ses lieux, bousculé, adapté,
mais il nous aura permis d'accueillir 9 poètes venus de toute l'Europe, avec lesquels déjà, je crois, bien des liens se sont tissés. 9 poètes qui nous ont montré combien les voix poétiques peuvent varier, combien la poésie nous aide à vivre en harmonie avec le monde et nous retrouver en communion avec les autres. Ces mots magnifiques, je les emprunte à Habib Tangour. Ils sont parus il y a quelques jours dans Liberté Algérie. Il écrit « Elle est pour moi ce qui fonde l'être, ce qui l'assure dans son existence et l'ouvre à l'inconnu, non pas en le lui dévoilant, mais en le lui faisant pressentir, tout en demeurant inconnu. » Alors, on va vous écouter. Bonjour et merci aux amateurs de poésie qui nous suivent en ligne. Nous allons tout de suite commencer la matinée poétique par présenter notre poétesse italienne, Annelisa Aleva. Licenciée en littérature russe, Annelisa Aleva a obtenu des bourses d'études à Saint-Pétersbourg, Prague, Brno, Varsovie. Du temps de l'Union soviétique, elle passe une année d'études à Leningrad qui la marquera à jamais. Elle traduit du russe divers auteurs classiques, Pouchkine, Tolstoï, dans son fameux Anna Karénine, ou encore Marina Tsvetaeva, ainsi que de la poésie contemporaine russe. Elle a dirigé un master en traduction littéraire russe à l'université La Sapienza de Rome. Elle est auteure de plus de 10 recueils de poésie, dont un en russe, un en anglais et un qui paraîtra en espagnol. En 2013, elle publie un volume d'essais et de souvenirs, Lo spettacolo della memoria. Son recueil Caratteri lui a valu le prix Viareggio Giuria en 2019. La même année, elle publie un autre recueil de poèmes, A Memoria, Naizust, dans une édition bilingue russe-italien. Et à l'automne, paraîtra aux États-Unis une traduction de poésie sous le titre Selected Poems, Annelisa Aleva vit à Rome, sa ville natale. Bonjour, bienvenue et surtout, joyeux anniversaire, puisque c'est votre anniversaire. Merci Sonia. Grazie. Tutta la vita ho ubbidito a voi sentimenti. Siete stati corse al treno senza niente, attese interminabili, borsellini vuoti. Siete stati consultori dove i guanti erano grandi, i ferri troppo freddi. Siete stati lettere infiammate, posta infilata sotto i maglioni, notti di pianto. Siete stati asole, orli, bottoni, colletti, lucide scarpe, calde voci e contatti, mantelli, cappotti di velluto, stivali, sacchetti colmi della spesa, giardinetti. Siete stati timidi occhi di fanciulli, sorrisi incerti, benedizioni davanti ai letti. Siete diventati, dopo strade, cliniche private, lo sforzo di imboccare gli ammalati. Siete stati sangue per evitare i rimpianti, sciabole sguainate davanti al quieto vivere. Avete urlato no davanti ai compromessi. Davanti all'avvocato vi siete alzati all'ingresso. Siete stati i miei pugnali, i miei rosari, muse. Toute la vie, c'est à vous que j'ai obéi, sentiment. Vous avez été des courses derrière un train pour rien, des attentes interminables, des porte-monnaies vides. Vous avez été des dispensaires où les gants étaient froids et les forceps trop grands. Vous avez été des lettres enflammées, du courrier enfilé sous les chandails, des nuits à pleurer. Vous avez été des boutonnières, des ourlets, des boutons, des cols, des chaussures cirées, des voix chaudes et des contacts, des capes, des manteaux de velours, des bottes, des sacs remplis de courses, des jardins publics. Vous avez été de timides yeux de jeunes gens, des sourires incertains, des bénédictions devant les lits. Vous êtes devenus, après du chemin des cliniques privées, l'effort de nourrir les malades à la cuillère. Vous avez été du sang pour éviter les regrets, des sabres dégainés devant le qui-vivre. Vous avez hurlé non devant les compromis, devant l'avocat,
vous vous êtes levé à l'entrée. Vous avez été mes poignards, mes rosaires, Musk. The second poem is dedicated to three friends of mine from Georgia. Capisco la cantilena stanca delle donne, coi cappelli ingialliti dal sole, vendono le loro bibite con discrezione. E invece non capisco la lingua dei ciottoli, sento solo fra i denti il loro lagno, e neppure la lingua dei tre amici mai soli. So che fremono quando l'onda li bagna, che sono merli o torri della stessa fortezza. Anche coi crolli puoi riempire il disegno. Resisteranno su questa riva, a questa brezza. Tirane uno, si depositerà poco oltre, che nessuno li toccherà, solo la carezza. Che sono legati, senza nodi a stringerli, non puoi vedere nessuna rete. Se ami uno, anche gli altri, e se uno ti ama, anche gli altri te. Il mare lievita e si frange, e la sua stanca cantilena li disseta. La traduzione par Jean-Charles Vignante. Je comprends la cantilène lasse des femmes aux cheveux jaunis par le soleil. Elles vendent leurs boissons avec discrétion. En revanche, je ne comprends pas la langue des galets. Je sens juste entre les dents leurs plaintes et pas non plus la langue des trois amis jamais seuls. Je sais qu'ils frémissent quand la vague les baigne, qu'ils sont créneaux ou tours de la même forteresse. Tu peux remplir aussi le dessin avec les écroulements. Ils résisteront sur cette rive, à cette brise. Lance l'un d'eux, il se déposera un peu plus loin. Que personne ne les touchera, seulement la caresse. Qu'ils sont liés, sans nœud pour les serrer, tu ne peux voir aucun filet. Si tu en aimes un, les autres aussi. Et si l'un t'aime, toi, les autres aussi. La mer fermente et se brise, et sa cantilène les désaltère. The last one, its title is The Birthday. I wrote it quite many years ago. I will read it in original and in the English translation. Il compleanno. È passato qualche anno da quando io soffiavo d'un fiato sulle candeline accese, con le guance gonfie di un respiro che il giorno di Natale bastava a recitare una poesia. Ora le strofe sono cresciute e le rime si confondono come frange stinte di un tappeto. La vita volge al pomeriggio, se t'affacci allo specchio sul viso si allungano le ombre. Sul ciglio dei discorsi brilla l'ironia, ma la risata scopre i denti, salvi dal cinismo. Sei rassegnato al tempo, come il compratore di fronte all'aumento della farina. 29 anni, un anatema, l'età dei fantasmi preferiti di Cavafis. 29, sotto l'amido delle lenzuola, il materasso conta 23 ombelichi. The birthday. Some years have passed since I blew out the candles all at once, cheeks swollen with a breath which on Christmas Day was enough to recite a poem. Now the stanzas have grown and the rhymes become confused like the faded fringe of a carpet. Life turns toward afternoon. If you look in the mirror, the shadows lengthen on your face. On the eyelashes of speeches, irony shines, but laughter displays its teeth, safe from cynicism. You are resigned to time, like the buyer confronted by the increased price of flour.
29 years, an anathema, the age of Cavafy's favorite phantoms. 29, under the starched sheets, the mattress counts 23 umbilicals. That's all. Thank you. Thank you. Thank you, Sonia. And thank you to the festival and thank you to everybody. I hope to receive you soon. Thank you. Thank you. Voilà, comme vous avez pu voir, Annelise a été la première parce qu'elle devait prendre son avion, donc elle vient de nous quitter. Nous allons continuer par Rim Batal, que j'invite ici devant, s'il vous plaît. Très bien. Pendant ce temps, je vais vous présenter. Née à Casablanca en 1987, Rim Batal s'établit à Paris en 2013, où elle vit et travaille. Elle étudie la photographie à l'Institut supérieur de l'information et de la communication de Rabat et se forme au journalisme. Actuellement, elle enseigne le photojournalisme à l'École supérieure de journalisme de Paris. Poète et artiste, Rim Batal propose un nouveau modèle de femme de femmes, d'amour et de corps politique à travers les mots, la performance et les arts visuels. Elle est membre du directoire du Bordel de la Poésie, un cabaret immersif de poésie contemporaine dont le concept est né à New York en 2012. En 2018, elle initie et organise la Biennale intime de poésie pour soulever la question de la rémunération des femmes auteurs de poésie. Et je pense que le Bordel de la Poésie, vous allez le représenter au marché de la poésie, c'est comme ça? Oui, tout à fait. Voilà. Rim Batal a publié nombre de recueils de poésie, parmi lesquels figurent les quatrains de l'All Inclusive chez le Castor Astral, qui est paru cette année, et L'eau du bain, édition Supernova. On vous accueille donc avec grand plaisir. Et je vous laisse la parole. Merci Sonia. Alors, je vais vous lire quelques poèmes qui sont parus dans mon premier livre, 20 poèmes et des poussières, aux éditions Lanskin. Ainsi que quelques inédits qui font partie d'un ensemble qui s'appelle Embrasser avec la langue, et dont certains textes paraîtront dans une anthologie personnelle qui sera publiée au Castor Astral en février prochain. Dada, là, là, oui, oui, nounou. Lolo. Elle avait les plus gros lolos du monde, les plus longs cheveux de la ville et un énorme grain de beauté sous l'œil gauche. Presque un troisième œil, et malgré cela, elle était myope. Nous l'appelions Dada, je ne sais pourquoi. Enfin si sans doute parce que son visage faisait fi de tout esthétisme. Un jour, avec ma sœur, nous l'avions maquillée avec les produits chers de maman qui était furieuse. Le peuple n'a pas droit à Dior. Moi, je l'aimais bien, ma Dada au gros lolo. Avec elle, pour la première fois, j'ai regardé du porno. On a bu du coca, on a ri, on a fait « Oh !» En vrai, elle s'appelait Zohra, tout comme la planète Vénus, ma Dada au gros lolo qui n'est plus là. Amour solitaire 2.0. Toutes les nuits, cet hiver, les doigts couverts de meurtrissures, nous déposions des baisers à la sauvette sur les commissures du clavier. Alt commande Q. Ainsi nous faisions l'amour, chacun de son côté.
et les fenêtres claquées sur les écrans interposés. Halal. Noiseuse notoire, Nezha au regard noir traverse la salle en babillant. Sa voix recouvre le bruit des seaux en caoutchouc qui s'entrechoquent, le bris de l'eau et les cris des petites eaux neuves qui gigotent dans les bassines. Ici, on n'entend aucun téléphone sonner. Ici, il n'y a pas de réseau, car on est au hammam. Des mémés claudiquant comme des crabes, traînant leur corps ankylosés par les ans, succèdent à des Vénus rasées à blanc, aux fesses immenses écrasées sur le sol. Une madone, au dos exsangue, dans la bleue lumière d'une vitre teinte, me guigne lorsque, molle, allongée sur le ventre, je regarde une femme enceinte. Elle, qui ne peut pas faire comme moi, semble pourtant triomphante de son enfant prochain. J'imagine que ce doit être un mâle. Je tends la main et touche ma toison. Combien de femmes ont-elles, avant moi, rêvé sur ce marbre, et cru et chaud, de sucer ici même un sexe aimé, d'ouvrir le leur à deux mains et dire « Eat me, I'm halal ». Leurs peaux mortes qui voyagent vers le caniveau et s'y confondent, ont-elles reçu tous ces baisers dont je me vante tant, ont-elles été aimées comme mes lambeaux et tous mes recoins, jusqu'à ce que le cœur batte dans le sexe, jusqu'à ce que le sexe devienne le centre de tout, écrin de l'âme, si cela veut dire quelque chose à quelqu'un. La dame qui m'exfolie les fesses avec un gant de crin m'explique las qu'elle ne rêve qu'à raccrocher ce dernier. Me dit son bonheur de ne pas être à sa place, me dit son bonheur d'être dite vieille fille. Ses yeux brillent avec lenteur et sa chair. Printemps, des poètes peut-être, printemps. Un matin d'avril, je vérifie comment se conjugue sans foutre à la première personne du singulier. Un matin d'avril, je sors sans culotte, sous ma robe en jean, arpenter la rue, car je m'en fous. On va finir sur un poème plus chaste. 3 fois rien. Aucune parole ne viendra interrompre les oiseaux ce dimanche. Pas un tressaillement ne dérangera la marche au bord de la mer, ni un regard furtif ouvrir une blessure, la bouche est scellée, ou alors ouverte sur un rire. C'est dans son bras si disposé à accueillir le mien, son bras qui aime la floraison des artichauts, son bras qui épouse ma taille dans la danse quand on ose, dans son bras que je dors et me promène, sereine et sans question, sans qu'aucune faiblesse ne me fasse raconter des salades. La nuque est détendue, le visage démaquillé, le corps garde pour le poème le désir qu'il remue. La nuit sera longue et sans passion, et ce poème sera sans rime, mais avec gentillesse et vertu. Merci à vous. Merci beaucoup. Nous allons on va faire un petit interlude musical avec Vedran Mutic.
Merci beaucoup, Vedran. Nous allons poursuivre par notre poète catalan, Luis Roda. Je vais vous présenter brièvement. Luis Roda est également romancier, essayiste et critique littéraire, en plus d'être poète. Parmi les nombreux prix littéraires qui lui ont été remis, citons le prix Vicente Andrés Esteles en 1989 pour Sombre la Mada, le prix de la critique des écrivains de la ville de Valence en 1999 pour Buirac d'Amor, ou encore le prix des Jocs Florales à Barcelone pour l'ouvrage Nadir en 2010, à l'occasion duquel il est nommé poète de la ville. Il est référencé en tant que poète dans l'anthologie In the Shape of a Human Body, I Am Visiting the Earth, Max Sweeney's 2017. En 2018, Poetry International a sélectionné son poème The Poet Said to His Soul à l'occasion du World Poetry Day. Enfin, il est encore co-auteur d'un spectacle de jazz et de poésie qui s'appelle Jazz, créé par David Pastor et lui-même. Bonjour, merci. Un poemari és com el taló d'una sabata. És com un xec en blanc, estès al portador, o com una vella persiana persa, a pesar de tantes coses. És com un terrat, com un solar abandonat pels gats, on queden els poetes. És com una sardina que tan sols dona la... Perdó. És com una sardina que tan sols dona la llanda, una batalla ultrança contra tota una paret. La lletra de batalla d'un sintagma armat, un clar exemple de l'absència. El pagaré d'una cultura sense fons, paranimf, d'una nimfa, d'un trist oasi passadís, paradís perdut de seda, aquest calaix dels astres. Un recueil de poèmes est comme le talon d'une chaussure. Il est comme un chèque en blanc émis au porteur, ou comme une vieille persienne, persane pourtant. C'est comme une terrasse, comme un terrain abandonné par les chats où séjournent les poètes. C'est comme une sardine qui n'est que bidon, une bataille à outrance contre tout un mur.
le cartel d'un syntagme armé, un exemple clair de l'absence, le biais d'une culture sans fond, un amphithéâtre d'une nymphe, d'une triste oasis passagère, paradis perdu de soi, ce tiroir des astres. Alguns poetes són excessivament pessimistes, afirmant que la mètrica ja no interessa. Si llegissin, comprovarien que els diaris estan plens d'anuncis per paraules. Certains poètes sont excessivement pessimistes, affirmant que la métrique n'a plus d'intérêt. S'ils lisaient, ils verraient que les journaux sont pleins d'annonces aux mots. Le suivant, c'est comme une poétique. Són de paper les flors de les alèxies. Són de paper les flors de les alèxies, enartaments amors de poesia, arruixant llirs prevists en la mirada, dards encalçant, les bragues que Diana ens trau desitjades, mostrant-les a l'esguard, llaç que anuncia als llavis els eixams de mel o el tast humit de llenceries, pètals naixents, al vers dels antielis, lliça de llirs, antesi de sentits. Autres, elles sont en papier les fleurs des Alexis, envoûtement d'amour, de poésie, arrosant iris prévu dans le regard, flèches qui chassent les culottes que Diane nous enlève, désirées en les montrant à l'œil, nœuds qui annoncent aux lèvres les essaims de miel ou le goût humide de lingerie, pétales naissants des ovaires, des antélies, lys de lys, anthèse de sens. Pardon. Merci. Com un coet en la nit, que tot ho il·lumina i dura un instant. Recorre la foscor, esdevé no res, l'amor. Sols un moment que dura la vida. Perdut per l'embut del temps, l'embull de l'ànima, apenes existir. Com la bellesa que la bellesa recorda. Comme une fusée dans la nuit qui éclaire tout et dure un instant, traverse les ténèbres, l'amour devient néant, juste un instant qui dure toute une vie, perdu par l'entonnoir du temps, l'enchevêtrement de l'âme. Il exista à peine, comme la beauté, dont la vieillesse se souvient. Mon français, ce n'est pas suffit pour... J'ai un poème en anglais que je vais le lire directement pour ne le faire. Je préfère que le lire tout en catalan, parce qu'il est un peu long. Excusez-moi. In English. I hope it's enough, good enough. Translation by David Watch. The hours are born dead, and we've been, our children still alive. The plate rests on the table as though it wasn't there. We brush our dangerous prostheses of the soul on the bedside table. We leave our false teeth, forgetting the crime committed, our daily crime. And we kiss our children goodnight and we put them to sleep, pointing at the next victim, a Judas
kiss. The morning after, in the paper, we'll check the obituaries against the address book of a shared friend. We'll congratulate them on their achievements. Life is like an interview that gets published every so often. And we'll stare out the window to never miss out. And within will fall the rain. Then, umbrella in hand, like a parasol of pain, we'll stop onto the street in twos, not couples, with a straitjacket button up front. Inside, we'll look out for any puddles. We'll unlock the car and assume full responsibility. Death wears no bra. And we'll see her walking by at every red light, holding hands with our kids going to school, like every morning. When green, we'll keep driving. The commuters behind wouldn't understand. From time to time, someone blocks the traffic, and the jam occurs, or whichever other excuse. The captain wasn't drunk today. Funny how a sentence like this can turn a non-drinker into a hopeless drunkard. So beware of politicians, mass media, and university professors, of poets too. El silenci és un crit inútil, millor però que el silenci del crit, que la paraula diga el que haja de dir contra tots dos. Le silence est un cri inutile, mieux cependant que le silence du cri. Laisse le mot dire ce qu'il a à dire contre les deux. El nombre de poetes suïcides supera de molt el de qualsevol altre grup, cosa que el converteix en un dels oficis més perillosos, a més de pitjor pagats. Les poètes suicides sont supérieurs en nombre, largement, à ceux de n'importe quel autre groupe. Ainsi, ce métier devient un des plus dangereux, en plus des pis payés. La poesia és una manera de matar el temps, literalment. La poésie est une manière de tuer le temps, littéralement. El llenguatge aboca al silenci, però el silenci aboca al llenguatge. D'aquesta tensió naix la poesia. Le langage conduit au silence, mais le silence conduit au langage. De cette tension naît la poésie. Quiquiriquic, vaig celebrar la teua joventut esplèndida, com un matí radiant, quòdlibet, i com un quixot errat sense tu, i destriant el gegant de la palla, m'he topat amb la pala, les aspes del destí, com un enorme jardí la manxa, que Déu m'ha preferit, que d'aquest colp nisc guanyador, que l'amor transformat en dolor no fa mal, que una vegada quitat, jo no et desitge cap mal, que he topat amb la fortuna que puja i baixa i mai no resta i sempre suma. Cocorico, j'ai fêté ta splendide jeunesse comme un matin radieux, Quodlibet. Et comme un quichotte, j'ai erré sans toi, et en discernant le géant de la paille, je suis tombé sur la pelle, les ailes du destin. Comme un immense jardin, la Manche, que Dieu m'a préférée,
que de ce coup j'en suis sorti vainqueur, que l'amour transformé en douleur ne fait pas mal, qu'une fois quitte, je ne te souhaite aucun mal, que j'ai tombé sur la fortune qui monte et descend et elle ne soustrait jamais et additionne toujours. Merci. Je vais lire 2 en plus. Digué el poeta a la seva ànima: estic cansat de xafar de peus a terra. Voldria enllaçar 2 núvols qualsevol i fer-ne un de sol i baixar allà dalt, relliscant ben amunt, fins on tu ets, d'allí d'on sou les ànimes, d'on mai no me n'he anat. I amb aquests llençols de núvols blancs nugats, com un cordó umbilical, deixar-me i llenegar, deixar de ser-hi sol, fugir dels meus barrots, fugir dels meus antecedents kàrmics o penals, deixar la meua pena, la por que m'empresona i em condemna i em té tancat en la foscor, tota hora vigilat de l'invisible dolor, encadenat a altes parets inexistents, ben meues, als murs més indestructibles i latents de la ment, íntims, gruixuts i inexpugnables, i en aquest racó humit encadenat de vida infiltrada, les rates són benvingudes, m'acompanyen en la meua soledat, amb els seus missatges infectes de tarquim i podridura. Tan llarga i capital és la pena de sentir-te i no trobar-te, de trobar-te i no sentir-te. Le poète dit à son âme: j'en ai marre d'avoir les pieds sur la terre. Je voudrais lier 2 nuages, n'importe lesquels, et en faire un seul, et descendre au-dessus, glissant bien haut, jusqu'à toi, d'où vous êtes les âmes, d'où je n'en suis jamais allé, et avec ces draps de nuages blancs noyés comme un cordon ombilical, laisse-moi glisser, finir d'y être seul, fuir mes barreaux, fuir mon passé, karmique ou criminel, laisser mon chagrin, la peur qui m'emprisonne et me condamne et qui m'a enfermé dans l'obscurité, toujours à l'affût des douleurs invisibles, enchaîné à de hauts murs inexistants, bien à moi, aux murs les plus indestructibles et latents de l'esprit, intime, épais et imprenable. Et dans ce coin humide, enchaîné de vie infiltrée, les rats sont bienvenus. Ils m'accompagnent dans ma solitude avec leurs messages infectés de boue et de pourriture. Si longue et capitale est la peine de te sentir et ne pas te trouver, et de te trouver et ne pas te sentir. Pour finir, je lirai en anglais cet poème que j'ai écrit quand Malala Yousafzai était en coma entre la vie et la mort. Encore, elle n'était pas trop connue, seulement il est un enfant. Là. Malala Yousafzai, après, a été reconnue pour le prix Nobel de la paix. Mais à ce moment, il était entre la vie et la mort en coma. The shuttlecock kiss me K. Benehu, or from what clay are we fashioned? I better not wear my pink dress. It would betray me, nor my bracelets or rings. I can't trust them. We are told not to wear our uniforms. It's important not to look like students. Under the shuttlecock dress, we can hide our books. But it's more than dangerous. I'm 11. My girlfriend's families have moved, but I don't want to leave the Swat Valley. Just 11 here out of 27. The devil escaped from Mecca where they stoned him, and he's moved to paradise. He's come to Mingora. Today I have a ton of homework. I'll have to study late. The bus
for home hasn't left the playground. At 15 years old, I'm dangerous. He shot me, the head and neck. He's stained my shawl with blood. The devil hides himself behind a beard. Don't be conned. Stone him with love. Children of Abraham, what's frightening you? Who? I am your little girl. My future is already yours. We have the same name, Malala Yousafzai. Thank you. Nun darf ich Judith Nicker-Pfeiffer hier herzlich begrüßen. Judith Nicker-Pfeiffer wuchs in Wien und Oberösterreich auf. Sie belegte ein interdisziplinäres Doktoratsstudium der politischen Wissenschaften und der Sprachwissenschaften an der Universität Wien, das sie 2017 abschloss. 2008 beendete sie ihr Studium an der Leondinger Akademie für Literatur. Außerdem war sie Visiting Postgraduate Student an der University of Lancaster und im Jahr 2010 an der University of Edinburgh. Als Autorin schreibt sie Lyrik, Prosa und szenische Texte. Ihre Gedichte wurden in mehr als 10 Sprachen übersetzt. Sein letztes Lyrikband Töxenis wurde 2019 herausgegeben im Horoth Verlag. Judith Nicker-Pfeiffer ist nicht nur eine vielseitige Autorin, sondern auch eine performative, anerkannte Künstlerin, die mit transmedialen Kunstprojekten in der ganzen Welt unterwegs ist. Zurzeit lebt und arbeitet sie in Wien und Berlin. Herzlichen Dank. Merci Sonja, bonjour. Man kann mich hören, ich wechsle auf Deutsch. Excusez-moi, mon français, ma français. Ich spreche nur noch Deutsch. Versprochen. Bunt, Regen, Barsch, Monster, Moräne und Co. Welt übers Wasser, eine Sehnsucht, fährt in die Wiese hinein, in die Menschen, die gestrandet, schwappt an ihren Knöcheln knieaufwärts, so ein Fluten über Picknickdecken und Bikini-Atolle. Die nächste Welle wird tanzbar, die Regentropfen winden sich schon. Als gäbe es keine Rückkehr. Das Du da, das Du im Ich da, stülpt mich nach außen, das im Du Ich, das stülpt dich in mich, das Ich da, ich im Du, stülpt dich nach außen, das im Ich Du, das stülpt mich um. Clubliebe. Am zweiten Tag, den ersten Mut, trinken wir uns. Konturen punktiert, aus der Wanne steigen, sich abtrocknen, ins Schlafzimmer gehen, sich neben einen Menschen legen, an einen anderen denken, eine Hand spüren, die Decke bis zur Nase ziehen, die einen gehen, die Decke zurückschlagen, aufstehen, sich anziehen, hinausgehen, andere atmen leise, gehen. Es ist ein noch einmal Zigaretten holen, gehen, eine Hand spüren. Es wird. Mein Kind, es wackelt und wackelt, es donkt und zippt, mein Kind, es läuft und stürmt und stillt, so still, es streichelt und streicht und schlägt und schreit und weint und tränt, mein Kind. Es lacht und tanzt, es kracht und tobt und peitscht und wispert, es leckt und es brandet und brodelt, es fegt und es fließt und brummt und brummt.
Es wird, mein Kind, es wird. And the last one, das letzte ist auf Deutsch und Französisch. Nichts ist wichtiger. Habe Liebe gefunden, fühlt sich an wie von der Stange, passt. Und die Übersetzung est traduite par Pierre Alfieri. Rien n'est plus important. J'ai trouvé l'amour, on dirait prêt à porter, ça me va. Merci. Bon dimanche. Voilà, nous avons fait le tour de la séance de lecture. On va enchaîner par un débat animé ou modéré par Franck Colotte, que j'invite ici à cette table. Et je le remercie d'avance. Tous les poètes peuvent se réunir autour de cette table également pour le débat. Merci. Voilà, donc nous en sommes arrivés au débat de clôture de cette 14e édition du Printemps des Poètes Luxembourg. Je tiens d'abord à remercier l'ensemble des organisateurs de m'avoir sollicité donc, pour ce débat. Donc je remercie également notre hôte, André Simoncini, qui nous accueille effectivement fidèlement depuis tant d'années. Il nous accueille poétiquement, artistiquement dans ce très très bel endroit, unique, dirais-je, à Luxembourgville. Je remercie évidemment les poètes présents et le public d'assister donc à cette dernière partie de manifestation. Donc ce débat de clôture de la 14e édition ne se veut pas dogmatique, mais envisagé comme un espace d'exposition de ces idées et d'échange entre acteurs et auteurs du monde poétique. Le regretté Umberto Eco a émis il y a de cela 40 ans environ la théorie du lector in fabula. Voulant dire par là que chaque lecteur a un rôle interprétatif à jouer dans la construction du sens du texte. De même, l'on pourrait dire, s'agissant du débat d'aujourd'hui, lector in poematis, le lecteur, tous azimuts d'ailleurs, dans les poèmes. Rappelons aussi que l'écrivain et philosophe Montaigne disait qu'il fallait voyager, je cite, pour frotter et limer notre cervelle contre celle d'autrui, pour avoir davantage une tête bien faite que bien pleine. C'est donc en quelque sorte à ce voyage de frottement de cervelle poétique que je vous convie maintenant. Voilà, je vais donc profiter de la présence de l'ensemble de ces poètes qui ont des univers, des horizons très différents, qu'on vous a présentés tout à l'heure, auxquels je vais, alors non pas soumettre à la question, ce qui serait une torture, mais soumettre à quelques questions auxquelles ils peuvent répondre donc dans la langue qui leur convient le mieux, que ce soit en français, en anglais, je traduirai également les questions en anglais ou en allemand ou voilà, dans d'autres langues qu'on essaiera de comprendre, voilà, en espéranto, en latin classique, bon, en martien, bon, on essaiera de faire au mieux dans cette Babylone linguistique qu'est le Grand-Duché. Le Printemps des Poètes Luxembourg a été placé cette année sous l'égide de l'expression suivante, l'âme au comble du désir, qui semble à elle seule résumer, pour ainsi dire, toute démarche poétique. Que vous inspire cette définition? En quoi correspond-elle à votre poésie? This year's Printemps des Poètes Luxembourg was played under the edges of the following expression, the soul at the height of desire, which seems to sum up all poetic approach regarding the author or the reader. Why does this kind of definition inspire in you? How does it correspond to your poetry? Voilà, si vous voulez répondre, vous avez voilà, un micro. Bonjour, je suis
dire que je suis contente d'être ici. Et j'ai bien apprécié ce festival qui a apporté une diversité de voix, qui a apporté du public, et puis on a tissé, comme disait Françoise, bien d'amitié déjà. Alors, le désir, il n'y a pas que le désir corporel, le désir qu'on a un homme pour une femme ou bien un autre désir corporel. Pour moi, le désir, c'est le désir d'être, de se sentir bien vivante. C'est le désir aussi d'une aspiration, d'une élévation. Par exemple, de se sentir parfois une hirondelle qui vole. C'est le désir de voir le jour naître, c'est le désir de voir ma mère à côté de moi saine et sauf. Il y a plein de désirs. Et ma poésie, en fait, rend compte de tous ces désirs qui sont en fait des désirs humains. Bon, c'est ça. Le désir a plein de noms et le désir couvre plein de thèmes. Oui, plein de noms et plein de visages, certainement. Ouais. Tous ceux qui interviennent dans vos différents textes. Alors, je ne sais pas si d'autres souhaitent intervenir. Serge? Voilà, vous allez faire micro collectif. Commun. Oui, moi c'est marrant parce que j'ai jamais lié la poésie au désir. J'ai plutôt lié la poésie à l'interrogation. Et c'est marrant parce que ça m'interpelle là, ce que tu viens de dire. Effectivement, j'ai pas l'impression du tout que, j'ai déjà pas l'impression que ma poésie parle du désir. J'en sais rien, mais en tout cas, c'est marrant. Ça m'a jamais interpellé ce mot par rapport à la poésie. Voilà, c'est un peu bizarre, hein, mais l'interrogation de l'homme, l'interrogation du mot, l'interrogation du sens, l'interrogation de la vie, quelque chose de très ontologique, je dirais, là-dessus. Mais effectivement, je me rends compte que le mot désir, bien sûr, le désir d'écrire, le désir de lire, etc. Il y a plein de désirs dans la vie qui sont des désirs humains, le désir de l'amour, etc. Mais ça, c'est dans ma vie, c'est pas dans mon écriture, si tu veux. Donc c'est marrant que tu poses cette question parce que j'ai pas du tout l'impression que moi, ça soit lié à mon écriture. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui, bien sûr, on peut le dire comme ça. Non, mais tu as raison. Mais c'est le mot en lui-même tel que voilà, c'est tout. Je sais pas qui veut répondre. Alors, je te rejoins, Serge, sur la question de l'interrogation. Dans ma poésie à moi, il s'agit également d'observation, d'une manière d'être au monde, de se porter, de porter son corps et de regarder. Donc, il s'agit d'un regard. Le désir est au cœur de ma poésie, personnellement. Mais on a l'impression, quand on écoute mes textes, que je parle de désir, que je parle de sexualité, mais je les aborde vraiment d'un point de vue plus politique que sexuel ou sensuel. En revanche, le désir, c'est vraiment le moteur premier de ma démarche, qui me fait écrire, qui me donne envie de me réveiller le matin, ce qui pousse, propulse, nous donne envie de croître, de nous augmenter, d'évoluer et d'appréhender la vie. C'est vraiment une façon de... Pour moi, le désir est vraiment à l'origine d'absolument tout. Pour moi, c'est au début de quand j'ai... excuse mon français. Pour moi, c'est difficile aussi. Pour ce que je veux dire, c'est difficile. Un des poèmes que je lis, j'avais dit les fleurs d'Alexis, the flowers that were for Alexia, when you have no words. And this desire is this need of expression. And then at the last line, at the last verse, au fini, on a dit l'antès de sens. Sens, en catalan, il a deux sens. Le sens de meaning, et le sens les 5 sens que nous avons. Et c'est la forme, et l'antès, c'est le processus d'ouverture de la fleur. Oui. Ils sont des mots très techniques aussi, comme les antieli, qui sont des sons. To me, pour cette desire to express myself,
I've always have had the need to find out whatever words, even from scientific words, technical words, everyday words, even slang. So to me, I don't accept this frustrated desire. Okay. As a poet, I must not. If I get the question right, I totally agree with all of you. Yeah, oui, super. I would say désir pour moi is like the driving life force behind everything that keeps me going and keeps us, all of us going. And yeah, and poetry could be, I don't know if you've heard of H.C. Artman, he's an Austrian poet, and he says that everything could be poetry. It could be a gesture, it could be a rose, it could be a sign with a hand. So I have a very broad definition of poetry. Ok, thank you. Effectivement, je pense aussi que, comme ça vient d'être dit, que c'est un moteur essentiel, alors qu'on y pense ou pas, que ce soit conscient ou non, mais qu'effectivement, elle est à la base de toute démarche d'écriture et qui nous fait, comme vous l'avez très bien dit, avancer, augmenter, etc. Alors, deuxième question à laquelle je souhaiterais vous soumettre. Dans le cadre d'un entretien donc, avec l'écrivaine Cécile Coulon sur les ondes de France Inter, un entretien donc récent, la journaliste Léa Salamé lui a posé la question suivante, basique mais essentielle. Pourquoi avons-nous tant besoin de poésie en 2021 ? Je souhaiterais vous poser cette même question. During an interview with the writer Cécile Coulon on France Inter, the journalist Léa Salamé asked her the following basic but essential question: why do we need poetry so much in 2021? I would like to ask you the same question. Voilà, je ne sais pas si l'un ou l'autre... Ben, je crois que la question sous-jacente à ça, c'est la simple question du langage. Je crois que je l'ai expliqué, enfin c'est ce que j'essayais un peu d'expliquer hier soir quand je disais que pour moi la poésie c'était une écriture ontologique qui se mord la queue un peu. Je vais redire un peu ce que j'ai dit hier, mais on est vraiment le seul animal parlant. Non pas à manipuler les concepts, hein, les grands singes, nos cousins dans l'évolution darwinienne le font aussi, mais on est le seul animal capable de parler, par une raison simple du gosier, des cordes vocales, etc., etc. Le fait de manipuler une syntaxe, une grammaire, etc., on interroge le mot qui interroge l'homme, qui interroge le mot, qui interroge l'homme, qui interroge le mot, qui interroge l'homme, etc., etc. Donc je crois que tant que le langage existera et tant qu'il aura toutes ces possibilités, puisque les mots sont pas fiables, ils ne veulent jamais dire ce qu'ils disent, c'est pour ça l'intérêt de la poésie, je crois qu'elle existera toujours, puisque de toute façon, elle sera là pour nous replacer sur notre chemin d'être humain. Donc de toute façon, elle est éternelle, je veux dire, ça c'est évident. Tant qu'il y aura l'homme, le langage, il y aura la poésie. Je pense que on est également dans un contexte politique très complexe et à cause ou grâce aux moyens de communication que nous avons aujourd'hui, les discours vont vraiment très très vite, croissent et on se retrouve devant un flot de paroles en permanence. Et pour moi, la poésie est une manière de les appréhender et d'appréhender ces discours-là et de prendre un chemin de traverse, en fait, d'échapper à tout cela et de se retrouver dans un lieu autre, qui est un langage autre, qui nous permet d'exister, qui n'est pas là, qui n'est pas démagogique, qui nous laisse de la place, qui nous permet de réfléchir, qui est sur une autre temporalité. Et je pense aussi qu'énormément de personnes avec lesquelles j'ai discuté récemment sont en recherche d'autres formes de spiritualité aussi, et la retrouvent beaucoup dans la poésie. Beaucoup de personnes lisent la poésie et arrivent à trouver entre les lignes une manière de se connecter à autre chose, d'entrer en communion avec d'autres êtres humains et d'autres façons de voir la vie et de vivre tout simplement. Merci. Moi, je pensais que depuis toujours, la poésie est un moyen de s'exprimer, d'exprimer un ressenti et une pensée, d'exprimer comment on se sent dans ce monde, comment on se repère, si l'on est dépaysé ou non,
comment on peut s'y intégrer. Alors, la poésie est pour moi un moyen existentiel de s'exprimer. Et puis, la poésie, c'est aussi un partage. Parce que lorsqu'on partage avec les autres cet univers, on se sent plus solitaire. Et puis, les autres, qui ne font pas de la poésie ou qui le font, puissent se retrouver. Il y a une sorte de liaison d'amitié qui se tisse. Par exemple, récemment, je suis allée au lycée à Bucarest et il y avait une jeune fille qui s'est dit ben, moi, je me reconnais dans ce vers-là. Que tout soit simple, qu'il n'y ait pas de nœuds de douleur, que tout soit simple comme une recette, comme une récipice. Enfin, une recette de, je sais pas, pour une tarte. Alors, elle s'est bien reconnue cela, elle a bien reconnu cela, et c'est alors qu'on partage une expression, un ressenti, une pensée, et on se sent pas tellement seul. D'accord, merci, merci. Je pense que la poésie, toujours, elle parle des choses qui sont très importantes. Hein? Mais la première chose importante, c'est le stomach. C'est to have the stomach full. So for the readers, first is after they have that. But people that have their stomachs very big, like me, right? Then there are other subjects. It always speaks about important things. But to me, it's not so important that the poetry be easy for people to understand or to read it. But whoever looks for chercher la poétrie, il doit être là pour ces personnes qui cherchent quelque chose. À nous, toujours, cherche de nous exprimer meilleur pour dire choses qui sont très difficiles à dire. And the question, because you asked why now it seems is more popular, or more there's more, because there's more need for communication. People feel like they need to communicate, and we can make it that easily, and then they will not feel satisfied, or we can make it difficult. The reader must, I believe, they must make an effort. But the honest point of view is that that effort needs to be justified by the poet, by the poem that they can meet. Okay? Yeah, it's a good question. I'm not sure if the question, I would put it, maybe rephrase it and would not say, do we need poetry? But in my opinion, poetry is existent. It's in everything. It's in all around us. And the question is more like, can we see it? Can we uncover it? Can we translate it? And can we, experience it? So, but yeah, my French is not that good, but thumbs up. It feels like a church or a quiz, so it's really great being here. Thank you. Enfin, effectivement, merci de la richesse de ces réponses. Un chemin de traverse ontologique, un chemin de traverse ontologique qui se mordrait la queue, qui est un partage en même temps pour communiquer. Voilà, si on devait un peu combiner vos réponses. La poésie, puisque nous avons parlé tout à l'heure de langue et de rapport donc à ce matériau qu'elle constitue pour le poète, la poésie c'est surtout et peut-être d'abord un rapport à un matériau, à la langue utilisée pour l'écrire. Quel rapport, quelle relation entretenez-vous avec la langue, la syntaxe que parfois vous malmenez ou pas, les libertés que vous prenez parfois avec cette langue? Poetry is also and perhaps primarily a relationship to material, to the language used to write it. So I would like to ask you this question: what is your relationship with language and syntax? Could you give me some examples, if you want? Serge. Non, moi j'ai plein de choses à dire alors. Non mais vas-y, on va changer un peu. Alors, je vais commencer moi. D'accord. Alors, pour moi, le langage, bon, ça vient tout de suite parce que c'est tout à fait le poème en prose, mais avec un basculement surréaliste. Donc, il y a aussi, si vous voulez,
des juxtapositions surréalistes, des surprenantes. Il y a aussi un cliché de film, il y a aussi des images. Il n'y a pas juste que le langage. Le matériel, c'est pas que la langue, parce que pour moi, il y a des poèmes rencontres. J'ai rencontré par exemple une fois une dame sur le quai du métro qui me disait, bah voilà, vous seriez heureusement, parce que de nos jours, on voit plus les gens sourire sur le quai du métro ou dans la rue. Et puis elle s'est mise à me raconter comment elle s'est fait une encre contre les gens debout. Ça vient de Salman Rushdie, un des contes de Salman Rushdie, comment elle s'est fait une encre. Et elle s'est mise à me raconter tout ça, son expérience personnelle. Et puis, cette rencontre, moi, je l'ai gardée dans un de mes poèmes. Son discours antérieur est passé dans mes poèmes. Alors, il n'y a pas que mon langage que je tords comme je veux. Moi, je suis aussi glaneuse de la parole des autres. Et bon, mon poème, c'est le lieu où j'accueille le plus d'expériences possibles, avec des images, des rencontres des gens, leur langage dans la rue. Pour moi, la poésie, c'est le plus sophistiqué du langage. Mais pas parce que j'ai fait le poème. Je suis intéressé parce qu'il est le plus sophistiqué du langage. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il faut... It must use everything that it's available for express yourself and to make meaning, It's not something to me like I say this and you understand or you do not understand the poem or you do not understand me. Is that we understand each other thanks to language. So language is the big tool that makes possible this really difficult thing of making both understood, both when you read at home and when I write consciously or looking for how to say it. Okay, and this means breaking syntax, breaking whatever in language is not enough. Okay, not just breaking for breaking, just because I need it. And but the paradoxical stuff is that, yes, how can I understand if we are not using the same language? Yes, because this is a specific, unique language of every poet, right? So I like a lot to use polysemia, many different meanings in the same word at the same time, okay? So that makes it really difficult to change from language to language. And because you said there always, each language has its own sounds and its own sounds. Sometimes they're so, in some points, it might be so tight that it's almost impossible to translate. And I am one of those who says that it's paradoxical too, that poetry is where you cannot translate that. But that makes the translator a creator also, of course. Tout à fait, oui. Oui. Moi, je ne crois pas qu'un poète écrive dans une langue. Un poète, il écrit dans sa langue. La langue est un outil. Baudelaire n'écrit pas en français, il écrit en Baudelaire. Il a pris l'outil langue française pour écrire en Baudelaire. Pessoa n'écrit pas en portugais, il a pris l'outil portugais pour écrire en Pessoa. Je crois que c'est ça surtout ce qui est intéressant chez un poète. C'est qu'il se sert d'un outil qui est une langue dans laquelle il est à l'aise pour des raisons d'éducation, des raisons de naissance, etc. Mais ce qu'il écrit, c'est lui, c'est ça qui est intéressant. Donc une rime batale écrit en rime batale. Elle n'écrit pas en français. Voilà. Oui. Chacun se forme son idiome personnel avec un matériau appelé langue, effectivement, parfois intraduisible, ce qui fait tout le défi du poète, du traducteur, pardon, qui peut être considéré comme un réécrivain qui réécrit, qui crée. La traduction est intéressante. Oui, tout à fait. Je vais répondre à cette question par un poème qui s'appelle Ambition. Langage. Que serait-il sans le bègue, sans le moineau qui dislie, entaille? Marcher longtemps, aucune oreille, parler de cul pour sauver la face. J'en ai bouffé des physalis et des oignons à peine saisis, entièrement vêtus, et piqués même pas. J'en ai avalé des os
pas même exotiques, tièdes, venus à moi, trop mûrs, des fruits trop mûrs, nourris au Roundup. L'on peut dire, j'ai fait bombance. À la fin, sera gommé le ventre, restera la pupille, humide, étroite, argentée. J'ai essayé de rythmer avec la sonnerie du téléphone. C'est le futur du rap. Merci. C'est une très bonne fin pour sa question. Oui, tout à fait. Yeah, maybe a side note. To me, every poem is like a praline in itself, and it's you translate it for yourself every time you read it. It's like a new poem, and it's like an own living organism. And yes, I hope that. Pour le praline, ce qui correspond aux appétits du lecteur. Tout à fait. Voilà, une bière ou du chocolat. Voilà. Merci. J'ai encore l'une ou l'autre question, sans vouloir maintenant être trop long. Mais j'aurais aimé également savoir donc, le rapport que vous pouvez avoir à l'émotion. Ça m'intéresserait. Le rapport que vous pouvez avoir à l'émotion que vous éprouvez, vous, en écrivant, ou l'émotion que peut éprouver le lecteur, cette rencontre d'émotions que représente un poème, parfois de façon inattendue, parfois de façon espérée, peut-être fantasmée, mais voilà, ça m'intéresserait de savoir quel rapport vous entretenez avec cette émotion, oui. Pour moi, le poème est une émotion et elle doit être transmise au lecteur. Mais ce n'est pas n'importe quelle émotion. C'est une émotion qui est filtrée par la sensibilité, par l'intelligence, par l'ouïe, par la vue et par la meilleure expression qui puisse transmettre cette émotion. Je dirais que c'est une émotion intelligente et poétique, visuelle. C'est pas l'émotion que nous éprouvons en regardant une telenovela ou je ne sais pas, lors d'un mariage d'un parent ou de ma sœur. C'est une émotion filtrée et qui doit trouver l'expression, le visuel, le plus sensé de transmettre cette émotion, d'atteindre une émotion dans l'autre. Cette question, c'est très important pour moi, je vous en prie. La première chose, c'est de considérer, moi je pense que oui, que les critiques littéraires aussi, ils ont des émotions. Ils sont des personnes qui sont capables d'émotions. Oui, ça c'est une lutte. It's a fight. It's really a fight, right? So I am happy when I have checked. We are full of wills. That's what we want when we write a poem. We try to express, or we are satisfied enough to publish it. Then you don't know exactly if that's going to get there, or if it's there, or it's only in your mind. But when you see that even critics can see them, and they are happy to see them, then you're satisfied. Okay. So that's one of the emotions. Il me plaît plus, j'aime plus. Une autre chose très importante pour moi. I always look purposely for not always, but almost many times, from the beginning, that the reader won't be comfortable. I always looking purposely that the reader or listener, not the listener, I look for the reader more than the listener, feel uncomfortable, but enough curious to accept the fight of the words, of what the hell is this. So I must get him from at a certain level, because if I work with different levels, I need one level at least that he accepts. He likes the sounds, okay? And to me it's very important, the third thing and last, is that always be a secret in a poem, like that the reader can find, so it's like a hidden, like a game that he finds, and he is not exactly knows if what he has found is there or is not, is in his imagination or is in the poem. But when he sees that game in more than one poem, then we have this intimate
emotion, which for me is the best, is that when I can check that people have discovered things that are not obvious. And that emotion, to me as a poet, I'm happy. That's when I'm happy. Okay. And can be different, the emotion of that person, of me, but it has been able to get different stages. Je suis d'accord avec mon collègue, j'ai pas grand-chose à dire. Non, mais c'est vrai. Ouais. Non. Par contre, l'émotion de la lecture de l'autre, oui, ou de l'écoute de l'autre, oui, ça c'est quelque chose qui est intéressant. Voilà. Après, l'émotion dans sa propre écriture, j'espère qu'on arrive à la repasser au lecteur ou à la personne qui nous écoute. Mais ça, je sais pas, j'ai pas la prétention de dire que j'y réussis, et je pense qu'aucun autour de cette table aura cette prétention-là. Par contre, effectivement, le rapport émotionnel entre l'écoute, entre la lecture, etc., ça c'est fondamental. Autant le désir, tout à l'heure, je savais pas trop, mais l'émotion, oui. Parce que pour moi, un lecteur, une lecteur, ça suffit. Suffit. Pour moi, pour l'effort de faire, un lecteur, une lecteur, ça suffit. The challenge I have is really not having that many readers, but to have, not to lose one. That's to me important. Yes. I was just thinking regarding emotions. This reminded me of my first poetry workshop ever before I started writing poetry. I was invited to take part in a brothel workshop where you start writing, you go into a bordel and then you go around, and the first exercise was we should only see or hear or, I don't know, how do you say, touch the surroundings, and then write what we see or we feel, and the teacher told us that whatever we feel, the reader will feel later on. So if it's really, it will transmit itself somehow. Then we had to refine our poems, and so it was kind of a really observing exercise, and was really interesting. A different bordel than poésie. Je sais pas quoi dire. En fait, j'ai beaucoup de choses à dire sur les émotions en vous entendant répondre. Je pense que c'est une très très vaste question. Il y a plein de niveaux à aborder. Il y a, c'est vrai, cette émotion première qui nous donne peut-être envie d'écrire déjà, de faire cet acte premier de la poésie qui est de formuler. Ensuite, il y a le moment où on écrit ce poème, où on décide de partager cette émotion, où on s'attend à cette traduction qui va être faite de cette émotion-là par la lectrice ou le lecteur, parce que lire finalement c'est toujours un peu traduire, c'est s'approprier, habiter un poème, un texte, mais il y a également aussi cette émotion que l'on ressent et qu'on essaye de transmettre avec son corps quand on lit, quand on performe sa poésie. Donc oui, pour moi la poésie elle est vraiment traversée par différents types d'émotions qui nous débordent et qu'on essaye un peu de maîtriser et qu'on essaye de dompter. Et voilà, mais je pense que il y a beaucoup de choses à dire, mais pas beaucoup de temps, j'imagine. Comme toujours. Mais oui, pour te rejoindre sur cette question du lecteur, de la lectrice, du lectorat, pour moi, toute lectrice, tout lecteur et traducteur, traductrice, et le meilleur lecteur, meilleure lectrice, c'est quelqu'un qui traduit en fait. On ne peut pas rêver meilleure lecture que celle d'une personne qui va traduire, parce que c'est vraiment là que tous les petits cailloux du poème sont soulevés, fouillés, et que oui, plus que peut-être la critique en fait, finalement. Ça dépend des critiques, oui. Oui, c'est vrai. Mais la traduction, c'est différent. La traduction, c'est vraiment une sorte de co-création finalement. Alors que la critique, c'est différent. Il y a une mise à distance où cette émotion, j'ai l'impression, parfois se perd. Alors qu'avec dans la traduction, cette émotion, elle est là, elle est commune, on la partage et on va vraiment jusqu'au bout de cette émotion-là. Alors, j'ai encore deux questions courtes pour terminer, puisqu'on parlait de transmission, au fond, que ce soit des lecteurs adultes ou en milieu scolaire. Ce qui m'intéresserait de savoir maintenant, c'est quelles expériences avez-vous pu faire en milieu scolaire?
Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué? Alors évidemment, là aussi, c'est une vaste question, naturellement, mais qui, voilà, si vous avez l'un ou l'autre exemple de rencontre, peut-être, ou d'étonnement, hein, puisque c'est au fond bon, la base de la philosophie, nous apprend Platon, mais aussi la base de la littérature. Donc, what experiences have you had with poetry in schools? That's my question. It's a large question, as always, but with pupils or students. Okay, in my case, I have taught in high school as teacher. Okay, so I can have this double. I have been invited sometimes to students. Okay, but when teaching, is the same. To me, I've enjoyed working poetry in high school. I think even the schools, they should be working with poetry, not only creative, but also reading and making some criticism. To me, there are three levels they are able to, and are important when they face whatever poem. I think the first satisfying thing is to have a poem that they don't understand, to discover that they don't like, but they also don't understand. And, okay, that's there, it's respectable. But then they can change that. To discover that if they get deeper into the poem, afterwards, the one they rejected, they didn't like it, they liked it very much. After they have worked a lot with the poem, that's very nice. To me, there are three levels. The objective level, for example, if it has 3 lines, so people, or if there's a thing which is not exactly a line, they have to discuss. And that's a very interesting discussion. Is this 1 line, 2 lines, what it is? That discussion is the second level to me. And then there's the third level that there's no need to be agreed, to find any agreement, that it's open. And that discussions, whenever it's necessary, because they're not objective things, that the poem has a title, is not a title, we're always facing the borders of expression, and that's always very interesting. So I think it's always interesting in the experience to talk about poetry and to make this dialogue as a subject that helps for communicating, for sharing things, or to discover, okay, this I don't share, this is my opinion, this is yours. Has not to be a quorum, has not to be the majority agreement. People can find, yes, this is open. And everything is open, of course. La question de la transmission en poésie s'est posée à moi assez récemment. J'ai toujours un peu esquivé les ateliers d'écriture et finalement, voilà, j'ai accepté quand on m'en a proposé dans des lycées et collèges en France pour des questions financières, tout simplement. Mais et oui, c'est ça. Et en fait, je me suis retrouvée face à une situation un peu paradoxale où on partage un lien vraiment très fort, très particulier avec des personnes qui sont vraiment en demande, parce qu'on peut rencontrer des personnes adultes qui sont dans le rejet parfois de la poésie, qui pensent que la poésie c'est pas pour eux, etc. Alors que les plus jeunes sont beaucoup plus ouverts à la question, plus ouverts aux différents langages qu'on peut leur proposer. Donc il y a ce partage-là qui se met en place, mais en même temps, moi, depuis ma position de personne qui va initier quelque chose, lancer un mouvement, j'ai toujours peur un peu d'écraser, de leur imposer ma manière à appréhender la poésie, de la comprendre, de la vivre. Et je trouve qu'on est vraiment dans un rapport très très fragile où il faut il faut beaucoup de prudence et beaucoup d'amour pour essayer de ne pas abîmer, parce que parfois qu'est-ce qu'un bon poème finalement? Qu'est-ce qu'un poème? On peut être face à une écriture qu'on ne comprend pas, qui est trop nouvelle pour nous, et dire non, réécrit, et en fait abîmer peut-être quelque chose chez cet adolescent ou adolescente qui peut-être se sentira empêché par la suite, qui n'osera plus. Donc c'est vraiment c'est très particulier, mais en même temps c'est nécessaire de le faire. J'ai vu des professeurs qui avaient beaucoup plus d'expérience que moi avec ce public-là, qui étaient mieux outillés que moi, et qui arrivaient à transmettre la poésie d'une manière merveilleuse, et qui arrivaient à susciter cet amour pour la poésie, pour le jeu avec les mots chez leurs élèves, et je trouve ça fabuleux. Merci. C'est vrai que c'est un exercice en tant que professeur également d'équilibriste pour
faire s'intéresser à, susciter une curiosité, en même temps, comme vous l'avez dit, ne pas écraser toute envie ou, voilà, d'écrire ou de comprendre par soi-même. Oui, moi, je crois que les plus belles rencontres critiques sur ma poésie que j'ai eues, c'est en classe. Dire une fois qu'on a cassé cette putain de barrière là qui est là, parce que c'est le prof qui nous amène, donc on est un peu dans le même statut. Une fois qu'on a réussi à faire comprendre aux élèves que justement on est plutôt de leur côté que du côté de l'autorité. Bien sûr, une fois qu'on leur a fait comprendre qu'ils peuvent nous parler d'égal à égal, moi je suis pas prof, hein. Je suis même pas obligé d'avoir un langage châtié. Je veux dire, si j'ai envie de dire cet enculé de poète de merde, j'ai le droit de le dire dans une classe. Le prof ne peut pas. Moi, je peux en parler. Non, mais bien sûr, je peux, parce que ça fait partie du langage et des choses, etc. Non, mais dans la provocation, il faut. Et une fois qu'on a établi ce rapport-là, moi, j'ai eu des trucs extraordinaires. J'ai des élèves qui m'ont sorti des trucs sur mes poèmes auxquels j'avais jamais pensé et ils avaient raison. Je l'ai pas souvent eu avec le public adulte, mais par contre, j'adore l'intervention en classe pour ça, parce que qu'est-ce qui me remet en cause? Ils voient des trucs dans mes poésies que moi j'avais pas vus et pourtant ils ont raison, quoi. Voilà. Et ensuite, la chose qui m'intéresse, c'est que chaque fois, je leur dis au début, combien de vous écrit de la poésie? Oh, il y a un doigt qui se lève. C'est souvent une fille d'ailleurs. Elles sont beaucoup plus courageuses que les mecs là-dessus. Et puis à la fin, quand on a bien discuté et qu'on n'est pas copains, mais qu'on a cassé cette barrière, on se rend compte qu'il y en a plus de la moitié qui écrit de la poésie à cet âge-là. Alors là, dans ce cas-là, si j'ai encore un peu de temps, je leur demande de venir la lire. C'est pour ça que je demande, parce que voilà. Mais c'est effectivement le rencontre avec les scolaires sur, pour le poète, sur l'analyse de sa poésie, quand on a cassé la barrière, c'est un public extraordinaire. Moi, j'ai fait beaucoup de rencontres dans divers milieux, aussi dans des milieux scolaires. Et puis là, comme j'avais ce poème en prose, qui pour eux c'est inédit, parce que bon, leur niveau de lecture poétique n'arrive pas jusqu'au poème en prose. Alors ils me demandent toujours la première question, est-ce que c'est de la poésie? Et je dis, ben oui, pourquoi pas, hein. Et bon, voyons, il y a là une image, là une métaphore, je ne sais pas. Et ils se sont tout à fait rassurés. Ils disent, ouf, moi j'ai bien aimé. Et puis, c'est de nous faire voir une autre manière que la poésie qui figure dans les manuels scolaires. Et puis de voir un langage moderne et des préoccupations modernes et d'autres images qui leur parlent. Et alors j'ai eu beaucoup une bonne réception et puis un bon accueil. Et lors en 2018, mon livre Boucle de rencontres et solitude a été nominé pour le prix des découvreurs. Et je suis allée voir des lycéens en Normandie, Boulogne-sur-Mer et Pas-de-Calais. Et je suis restée à parler de la poésie pendant des heures et des heures. Et au Pas-de-Calais, il y avait une fille qui m'a transmis un poème visuel selon l'un de mes poèmes après cette rencontre. Bon, il n'y a que des exemples, quelques exemples que je puisse offrir là, mais il y en a plein et j'espère que je vais laisser Judith I think, thank you. I think I was very lucky in school because I had a teacher who brought us poems, but he asked us to bring poems, and we had rap music, we had visual poems like concrète poésie, poésie concrète maybe. Yeah. Concrète, oui. And we were invited to draw poems and translate them into different media, so we were kind of really playful, and so I have a very joyful approach to, and memories, very nice memories from school. Yeah. Thank you. Parce qu'il a dit que le professeur ne peut pas, mais le professeur, excuse-moi l'article, je ne sais pas en français, il doit. Et s'il ne peut pas, c'est maintenant. Parce que les pères n'ont rien à dire au système. Le professeur a besoin de liberté, sinon il n'est pas un professeur, il est un fonctionnaire de l'administration pour garder les enfants, mettre les parents va ici ou là. Il doit.
Il est sans responsabilité. C'est très difficile parce qu'ils sont désarmés, ils n'ont rien pour le faire. Hein? C'est difficile, mais il doit. Et toujours, la liberté du professeur de dire ce qui le plaît. Ils ont beaucoup de professeurs. On peut avoir des critiques. Il faut le dire seulement ces choses qui ont d'accord. Non. On doit que le professeur dise ce qu'il plaît. Il y a beaucoup de professeurs. Il y a all their life they can change their mind. They're making their mind, but they have many teachers. Otherwise, we don't believe in teaching. Otherwise, we do not believe in teaching. We believe in whatever. Pour le coup, en tant que professeur, je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites. Ça me rappelle, je me l'étais noté, ce que Alain Bosquet dit de la poésie, remuer, bouleverser, bousculer. Il me semble que ça peut être aussi le rôle du professeur, enfin, je vais se prendre pour autant pour John Keating dans le Cercle des poètes disparus, mais c'est un peu le rôle, me semble-t-il, effectivement, du professeur. Alors, ma dernière question, à laquelle j'aimerais que vous répondiez pour le coup de façon courte. Une phrase, alors non pas par manque de temps, mais pour voir donc la manière dont vous répondriez. Donc André Simoncini, ici présent, notre hôte, définit les poètes, c'est-à-dire vous, je cite, comme de magiques artisans au service de la courte échelle vers l'essentiel. Comment définiriez-vous cet essentiel? André Simoncini, oui, comme de magiques artisans au service de la courte échelle vers l'essentiel. Poets as magical artisans in the service of the short scale toward the essential. How would you define this essential? Question subsidiaire pour les champions. Is the subject of poets the essential? So it's perfect agreement with it. Okay. Moi, je vais vous répondre par un de mes poèmes très courts, de 2 lignes. Dire maintenant et ici. Dire maintenant et ici, et que cela acquiert le goût des fruits vermeils. Merci. Je vais vous dire l'essentiel à cette heure-ci. Quand est-ce qu'on mange? L'essentiel pour moi, c'est de faire corps, être ensemble, vraiment, et habiter notre humanité avant tout. Avoir conscience, encore plus aujourd'hui, que on n'a pas à respecter la nature, on est la nature, qu'on fait partie de la nature, et j'espère que la poésie arrive à à passer cette idée-là. Such a difficult question, but I'd say, Yes. in a very kitschy way, maybe the essence is the interconnectedness of everything. It was as kitsch as you. Merci. I just don't want to be misunderstood, okay? When I say essential, I don't know if whoever says it in the same word. To me, the essential is not the noun, is the adjective, always. Yes. Okay. OK. Alors pour conclure, je souhaiterais laisser la parole non pas à moi, mais à Jean Saromaski, qui nous a quittés il y a 2 ans. Dans un article qu'il a écrit, René Char et la définition du poème. Et je pense qu'il s'agisse de René Char, qui est un poète que j'apprécie tout particulièrement, mais au fond de n'importe quel poète. Il écrit donc, je cite, « La grande alchimie du poème consiste à impliquer dans le présent du langage, dans le mouvement actuel de la parole, une relation vigilante avec ce qui ne se laisse ni posséder ni nommer, avec ce qui s'annonce et se dérobe dans l'intervalle absolu. À l'admirable définition, la poésie est l'amour réalisé du désir demeuré désir, s'ajoute cette parole plus récente. Supprimer l'éloignement tue, les dieux ne meurent que d'être parmi nous. Voilà, c'est sur ces paroles que je souhaiterais terminer ce débat, tout en remerciant nos poètes, ces magiques artisans vers la courte échelle, vers l'essentiel.
dont les appétits sont terrestres et poétiques, et remercier le public, et évidemment pour la variété, la diversité et les pistes que vous lancez ici et là, à tout vent, pour nous et voilà, des générations d'élèves qui vous côtoient. Voilà, un grand merci. Je crois qu'il faut remercier l'animateur du débat qui visiblement a bousculé parfois les poètes, qui avaient beaucoup de choses à dire et qui seraient restés encore très longtemps avec nous. Merci. Nous le retrouverons au fil des... Bon, ça c'est pour le public luxembourgeois, au fil des mois à venir dans plusieurs manifestations dont nous reparlerons. Alors, puisque vous avez vu que je ne parle pas beaucoup, je sais juste dire merci, donc ça je peux sans texte. Merci aux poètes, merci à l'animateur, merci aux lieux qui nous ont accueillis, le cello, l'administration de Esperange, Neumünster, la galerie. Alors la galerie, je voudrais que vous sachiez quand même que André nous a fait ce décor, c'est pas un joli mot, mais pour nous, avec de grands poètes, Gao Xingyang qui a été prix Nobel en 2000, évidemment avec la haute figure de Dante, dont on fêtait l'anniversaire. Voilà. Par un très grand artiste. Par un grand artiste, un des plus grands artistes de la galerie, Maxime Cantor. Je voulais dire aussi que André, en plus d'une superbe édition bibliophilique que vous pouvez voir au premier étage si vous montez, où il y a vraiment des poètes du monde entier, a eu la bonne idée de faire une petite édition poche dont vous pouvez trouver des exemplaires en vous adressant à Ingrid. Ah, elle est là-bas. Voilà. Je voulais remercier aussi, saluer déjà dans la salle Maxime qu'on n'avait pas vu hier soir, Laurence qui est encore avec nous, Florent qui a été un moment notre directeur artistique et sans doute il s'est dit c'est trop de boulot. Comme disait Rim, tu disais ça hier soir, on ne peut pas tout faire, donc j'ai abandonné un certain nombre de choses pour me consacrer plus à la poésie, c'est ce qu'il fait. Qu'est-ce que je dis encore? Qu'est-ce que j'oublie? Je voudrais remercier bien sûr les gens qui, avec moi, ont travaillé sur le printemps. Sonia qui m'a bien secondée, et pour les langues, c'est impératif. Delia qui s'occupe toujours avec beaucoup d'allant et de passion du concours, puisque vous avez eu les jeunes... lundi soir avec nous. Faites-moi signe si j'oublie quelque chose. Non? Karine qui a été pendant 10 ans notre coordinatrice. Et qui veut bien, comme hier soir, venir faire un stand de livres. Bon, sinon, on n'aurait pas eu de livres. Et elle a très bien vendu. Je pense que vous étiez tous très contents. Voilà. Et puis, bien sûr, Vedran, qui pour la 3e fois, je l'appelle tout le temps en dernière minute. Et qui on va donner 5 minutes pour conclure, après que j'ai dit aussi, ne pas oublier que le ministère nous soutient toujours dans cette grande aventure. Merci.
Thank you.